Août 2012. Nous naviguons plein nord, à bord du brise-glace le Boréal, dans la mer de Baffin, le long des côtes du Groenland. Nous nous dirigeons vers un des villages les plus septentrionaux du Groenland, Kullerswark, situé au-delà du 72e parallèle. La navigation délicate dans cette mer peuplée d'icebergs est dirigée par le commandant Marcheseau, aidé d'un officier canadien spécialiste des glaces et de ses lieutenants. Le 9 août, à Kangerlussuaq, nous avons embarqué sur le Boréal pour une croisière expédition autour de la mer de Baffin. Ce voyage de 4500 km a pour but de nous faire découvrir la faune et les paysages extraordinaires des régions polaires, mais également de nous faire rencontrer ce peuple, très peu connu des Européens, les Inuits. Ceux-ci sont dispersés sur un territoire aussi vaste que l'Europe, 57 000 au Groenland. La densité de population de ces régions est ainsi la plus faible du monde. Cette population est répartie le long des côtes, car le Groenland est recouvert à 80% par une calotte glaciaire de 2 millions de kilomètres carrés et d'une épaisseur de près de 3 km. De cette calotte s'écoulent des glaciers titanesques, dont le Sermersooq qui déverse dans la baie de Disko 35 km3 d'iceberg par an. En 1912, c'est l'un d'eux que le Titanic heurta. Le Groenland et la terre de Baffin sont pour nous, Européens, notre dernière frontière, où existent encore des régions non cartographiées, quasi vierges, et des paysages d'une extraordinaire beauté. Le matin du 4e jour de navigation, au loin, dans la brume, le village de Kullerswark apparaît. Comme de l'autre. La dalle ici par contre n'est pas glissante. Attendez, essayez d'appuyer là. C'est un vrai village de chasseurs et de pêcheurs. Tous les jeunes qui sont là, ils ne sont pas en train de rien faire, ils ont tous choisi de rester au village et donc ils sont pêcheurs. Vous avez tous les petits bateaux de pêche et donc on pêche et ensuite on amène sa pêche à Upernavik où il y a une usine de poissons qui traite tout ça. Donc vous êtes pêcheurs et vous êtes chasseurs. Il y a vous allez pouvoir voir, il y a 2 belles peaux d'ours là avec les griffes. Il y a beaucoup de chiens, elle n'est pas les toucher. Donc on fait encore des chiens de traîneau. Ils sont assez, ils vont vous mordre si vous approchez parce qu'ils ont un peu faim. C'est l'été, on les nourrit pas vraiment. Voilà donc cet endroit quasi inaccessible où vivent les derniers vrais chasseurs d'ours polaires du Groenland. La première impression est assez décevante. Quelques habitations et tout autour, une masse de détritus. Le guide nous explique que les sacs jaunes contiennent les excréments des habitants, car ici, pas de système d'égouttage. Il est impossible d'installer les tuyaux dans un sol gelé en permanence. Devant un tel tableau, on comprend la réaction de rejet des Vikings et l'expression qu'ils employaient pour désigner les Inuits, les Skrillings, ce qui signifie littéralement les tordus ou les hommes laids. Car il faut savoir que les Vikings, peuple qui a colonisé l'Islande en l'an 860 et découvert l'Amérique 600 ans avant Christophe Colomb, sont arrivés ici, au Groenland, dès le Xe siècle. À cette époque, Éric le Rouge, banni d'Islande pour meurtre, prend la direction du Groenland avec bétail et famille, et avec pour seule indication un rocher aperçu à l'ouest par un navigateur islandais quelques années auparavant. Il fallait une témérité proche de la folie pour s'aventurer sans boussole ni compas
sur ces mers inconnues, dans des bateaux sans cabine. Mais après 4 jours de navigation, Éric le Rouge trouve cette terre et débarque sur son flanc ouest en 982. 4 ans plus tard, 350 colons débarquent alors dans une zone qui sera plus tard baptisée la colonie orientale. Pour leur malheur, ils n'accepteront jamais d'abandonner leur mode de vie traditionnel et d'adopter le mode de vie des Inuits, basé sur la pêche et la chasse. Ils considèrent d'ailleurs ces Inuits comme des sous-hommes, sauvages, qu'ils assimilent à des trolls. Mais les années passent, et au début du XIVe siècle, le petit âge glaciaire va débuter. Les conditions de vie déjà difficiles vont devenir terribles. Les cultures gèleront sur pied, et le bétail mourra de froid et de faim. Et en 1450, les derniers vikings du Groenland vont disparaître. Ce qui a tué les Vikings, c'est le fromage. Et ça, alors effectivement, c'est un petit peu surprenant comme phrase, mais je la trouve très significative. En fait, c'est le fromage, effectivement, une nourriture extrêmement basée sur les laitages. Ils avaient besoin du lait pour survivre, et donc du lait et de tous les produits dérivés. Et que finalement, le laitage ne s'accorde pas du tout au Groenland. Au Groenland, on ne boit pas de lait. Et en fait, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'élevage de vaches possible. Par contre, les descendants des Skrýling, les Inuits, sont toujours là. Ce peuple de la culture Thulé, arrivé en Alaska aux alentours de l'an 500, s'est progressivement établi au Groenland dès le Xe siècle à la faveur d'un réchauffement climatique. Contrairement à ce que les Vikings pouvaient penser, ce peuple extraordinaire était loin d'être primitif. En effet, les Thuléens, ancêtres des Inuits, avaient su fabriquer des moyens de transport pour faciliter leurs déplacements, tels le kayak et l'oumiak qu'ils utilisaient avec une dextérité extraordinaire. La grande qualité et la force des Inuits de Thulé, c'est que eux, ils ont su s'adapter à tout. Ce qui fait que finalement, ils avaient des méthodes de chasse pour à peu près tous les types d'animaux qui existent dans l'Arctique. Ce qui leur permettait d'entreposer suffisamment de nourriture pour hiverner à l'abri dans leur village, composé de maisons construites avec des pierres, des os de baleine et de la tourbe. Ce lieu, en fait, a été extrêmement peuplé, c'est-à-dire qu'au plus actif de sa population, on compte 50 habitants. On retrouve là, et vous allez voir, des tombes avec des crânes, des fémurs, tous les os qui sont un petit peu durs et qui sont conservés ici. En fait, le défunt regarde vers le territoire de chasse, de la même façon que pendant sa vie, le territoire de chasse était son but, quoi. Et il ne creusait pas parce que c'est déjà le permafrost ici. Oui, en fait, le sol dégèle en été sur, on va dire, peut-être une vingtaine de centimètres, mais en dessous, c'est le permafrost. Donc, il n'y a pas de possibilité de creuser. Donc, on préfère les mettre sous des rochers ou dans des caches de pierres accumulées, comme ici. Il y a un petit trou là, je ne vois pas grand-chose. Mais comment faisaient les Inuits pour éviter la consanguinité inévitable dans ces villages isolés de quelques dizaines d'habitants? Il y avait justement des méthodes, disons une façon de vivre et qui permettait de lutter contre la consanguinité, notamment ce qu'on appelle le fameux jeu des Lumières, qui consistait finalement, quand il y avait des étrangers qui arrivaient dans un village, que tout le monde s'entendait bien, eh bien on faisait une grande fête dans une maison, la plus grande des maisons en tourbe, on éteignait les lumières, tout le monde se déshabillait. Dans le noir, chacun cherchait un partenaire.
faisait l'amour avec, attendait que tout le monde ait fini, et une fois que tout le monde avait fini, on rallumait les lumières. Et à ce moment-là, c'était la surprise, et évidemment, celui qui avait couché avec son partenaire régulier, on va dire sa femme ou son mari, était la risée de tous les autres. L'adaptabilité et l'attitude positive de ces Inuits provient de la confrontation de leurs ancêtres durant des millénaires à un environnement qui est le plus hostile de la planète, avec des changements climatiques importants et des températures hivernales en dessous de moins 50 degrés centigrades. Ces conditions terribles ont également contribué à faire des Inuits un des peuples les plus écologistes au monde. Chez eux, rien n'est gaspillé, car les ressources sont rares et l'approvisionnement par bateau n'a lieu que 2 fois par an. Et effectivement, vous allez voir, les villages vont vous paraître sales. Mais en réalité, parce qu'on a l'impression qu'il y a des détritus partout. Mais en réalité, c'est simplement que eux, toi, quand tu as acheté un skidoo, par exemple, ton skidoo, il marche plus, mais tu vas pas le jeter. Tu le mets à côté de ta maison, et puis quand tu as besoin de pièces de rechange, tu vas te servir dessus. Le respect de la nature va même jusque dans l'attitude des chasseurs vis-à-vis de leur proie. En observant leur bonhomie nonchalante, une question vient à l'esprit. Ces habitants du bout du monde vont-ils réussir à s'adapter à la vie moderne? Ils se sont parfaitement adaptés. Moi j'ai des amis, Peter Aronson qui est le plus grand chasseur de toute Groenland, on communique par Skype, par Internet, il récupère ses cartes des glaces sur Internet, donc il maîtrise l'outil Internet, l'outil informatique, dans un tout petit village qui compte 400 habitants, qui est ravitaillé par les corbeaux, on peut le dire, et pourtant il y arrive. Donc eux ils sont adaptés à ça, en fait ils sont beaucoup plus forts que nous. Et comme preuve de leur adaptation au monde moderne, nous avons pu assister au spectacle ahurissant de Peter Aronson, un des plus grands chasseurs du Groenland, chantant et dansant le rock, chaussé de bottes en peau de phoque, lors d'une petite fête improvisée sur le bateau. Le Groenland, division autonome du Danemark, depuis 1979, profite d'un système d'éducation similaire à ceux des pays scandinaves. Dès lors, on peut constater que même dans les villages les plus reculés, lorsqu'on va au-delà de l'apparente décrépitude de l'habitat, on trouve des écoles et une infrastructure ultramoderne pour les jeunes. Il s'agit là, de la part des autorités, d'une politique très positive et nécessaire dans un pays où le taux de suicide chez les jeunes est le plus élevé au monde. Dès lors, on pourrait croire que dans ce pays de glace, tout est pour le mieux et que l'avenir est radieux. Eh bien non, car des dangers menacent ce peuple et le fragile équilibre de ce monde encore vierge. Le premier est la contamination par les polluants divers qui vont se concentrer dans les zones arctiques par suite des courants naturels des océans, mais aussi de l'atmosphère, comme le montre cette animation d'images satellites. Celle-ci est telle que par accumulation dans la chaîne alimentaire, le lait maternel des femmes inuites est devenu impropre pour leurs bébés. Un autre danger qui menace d'ailleurs toute l'humanité est le réchauffement climatique. Mais enfin, depuis 4000 ans, le peuple inuit a su s'adapter à une demi-douzaine de variations climatiques. Et en guise de boutade, qui sait, à long terme, ce phénomène ne va-t-il pas être bénéfique au Groenland et en faire la terre verte et le pays de cocagne qu'Éric le Rouge décrivait en l'an 980. Et enfin, soyons optimistes,
car il y a fort à parier que les Inuits passeront encore une fois au travers de ces épreuves avec leur éternel sourire.